je vais vous présenter 3 temps. Donc, tout d'abord, une définition, notre proposition de définition pour cette fameuse notion de notre mode de vie. Je reviendrai sur ce qui est abordé à la fin de la vidéo, à savoir qu'il y a peut-être plusieurs échelles dans cette notion-là et qu'il faut faire attention quand on la manipule de bien savoir à quelle échelle on se situe. Et puis je prendrai du temps pour vous donner des exemples de ce qu'on veut dire par toutes ces plusieurs dimensions, 6 dimensions qui ont un impact sur les modes de vie. Donc, notre proposition de définition, c'est la suivante, c'est que les modes de vie pour une population donnée sur un territoire, eh bien, c'est la manière de produire, consommer, habiter, se déplacer, manger, mais également communiquer, enfin partager et échanger. Et ce qu'on précise, c'est que toutes ces manières-là sur un territoire sont dépendantes des représentations qu'ont les gens, de leurs habitudes de vie et des contextes techniques, sociaux, économiques et institutionnels. Donc voilà poindre les 6 dimensions qui sont importantes, qui ont été évoquées dans la vidéo et sur lesquelles je vais revenir après. Cette histoire d'échelle est assez importante, donc je vais prendre une petite minute ou deux pour revenir dessus. Quand on a commencé à travailler sur les apports des sciences sociales sur le sujet, on a eu des gens qui nous disaient « Mais oui, mais t'es à l'échelle micro, méso ou macro ?» Alors ça nous a valu des discussions et des échanges assez passionnants mais fatigants, parce que finalement, on se confronte à des vocabulaires et à des manières de faire qui sont nouvelles. Donc on a fait un travail de traduction de ce que ça pouvait vouloir dire concrètement, compte tenu de nos métiers, que ces échelles micro, méso et macro. Le micro, c'est l'individu. Donc on va partir là. Le micro, c'est l'individu. On dit que le macro, c'est la société dans son ensemble, sachant que si on écarte l'échelle au niveau mondial, on a plusieurs types de sociétés, on est bien d'accord. Et donc le méso, c'est-à-dire l'échelon intermédiaire, ça va être celui du collectif, celui qui nous intéresse dans TES. Si on regarde au niveau géographique, on va dire, encore que ce n'est pas tout à fait exact, mais enfin bon, en micro, on aura ma maison, au niveau intermédiaire, le territoire, et au niveau macro, le reste. Allez, en prenant un exemple des projets, on aura j'isole mes combles, ou bien sur le territoire, on a une plateforme de rénovation ou des centrales villageoises. Et puis de manière macro, on va retrouver par exemple la politique énergétique de la France. D'accord ? Tout ça pour dire que quand on parle de mode de vie, on peut aborder la notion aux 3 échelles, ça fonctionne. Mais notre choix, ça a été de nous situer à l'échelon intermédiaire pour 2 raisons. La première est qu'on constate que l'échelon individuel ne suffit pas pour enclencher les transitions nécessaires. Et la deuxième raison, c'est que l'échelon macro, on n'a pas prise dessus. En tout cas, nous, dans l'exercice de nos professions, notre zone d'influence, elle n'est pas là. Elle est clairement au niveau régional au maximum et au niveau territorial la plupart du temps. Donc le programme TES, il est là, dans la zone intermédiaire, et donc tout ce qui suit, il faut que vous ayez en tête qu'on se situe là. Alors voilà les 6 domaines qui ont été abordés dans la vidéo, sur lesquels, qui sont des domaines qui, selon nous, influencent les modes de vie. Territoire et infrastructure, valeurs et représentations, institutions, objets et systèmes, habitudes et vie quotidienne et organisation de la vie sociale et économique. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est pour chacun de ces domaines, vous donner des exemples de ce que ça peut être. Et puis ensuite, je vous présenterai 2 exemples, un sur la mobilité et un sur l'éco-construction. Alors, dans territoire et infrastructure, ce
Ce qu'on cherche à questionner finalement, c'est les caractéristiques géographiques du territoire, la présence de montagnes, d'un littoral, du bocage, puisque chez nous c'est important, ou d'un fleuve, etc. Toutes les spécificités géographiques du territoire qui vont avoir une importance par rapport au projet de transition. Si on parle de mobilité et qu'on est dans une zone montagneuse, c'est pas la même chose que de parler de mobilité dans une ville, une agglomération qui est complètement plate. Donc il y a cette dimension-là qui est importante, de même que la présence d'infrastructures ou pas, qui vont faciliter ou pas les projets de transition. Organisation de la vie sociale et économique, par exemple, dans les milieux ruraux, le premier centre médical est à 15 km du village, ça a forcément des conséquences en termes de mobilité, pour reprendre cet exemple. Le fait que recycler ou réparer un objet coûte souvent plus cher que de le jeter et d'en acheter un autre. Ça, on peut dire qu'on a une organisation socio-économique qui fait que c'est constaté, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont organisées pour que ce soit comme ça. Et du coup, on a là un frein potentiel à tout un tas de projets de transition ou de changement de mode de vie. On peut aussi aller sur des choses plus locales, comme la création d'une AMAP avec les agriculteurs du coin. C'est une forme d'organisation socio-économique qui est porteuse d'évolution de mode de vie potentiellement. Ok ? Quand on va sur les habitudes et la vie quotidienne, là on va sur des choses plus personnelles, plus individuelles. Je me déplace en transport en commun, c'est mon habitude, je ne me pose plus la question. J'achète local et de saison, voilà, donc c'est acquis. Ou alors mon confort à moi dans ma maison, l'hiver c'est 23 degrés, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que je vis. Ou bien, oui, je prends l'avion plusieurs fois dans l'année pour visiter l'Europe, dans ma vie, il y a ça. Voilà. Pas tout à fait la vie quotidienne, mais vous voyez, on est dans l'ordre de certaines habitudes. Objet et système. Là, on va aller sur du techno. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de vélo électrique ou très peu. Maintenant, vous voyez le nombre qu'il y a en circulation. Donc ça, on voit clairement que c'est potentiellement un accélérateur intéressant pour certains projets de transition et l'évolution des modes de vie. Les téléphones portables, eh bien, vous en penserez ce que vous voulez, mais c'est pas neutre non plus. Le fait d'avoir maintenant une offre en laine de bois qui permet d'isoler les maisons, tout ça, voilà, des objets et des systèmes techniques qui facilitent lorsqu'ils existent, qui peuvent faciliter lorsqu'ils existent nos projets de transition. Institutions, alors là, on a eu pas mal de débats. Notre propension naturelle était de penser à l'État, aux collectivités, etc., à la réglementation, à la normalisation. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations et des normalisations qui empêchent, je ne sais pas moi par exemple, l'utilisation des eaux de pluie à l'intérieur des maisons pour un usage domestique. C'est pas possible, ça commence à être possible, je ne sais plus trop, mais typiquement, s'il n'y a pas la réglementation qui permet d'eux, ou s'il y a la réglementation qui empêche d'eux, là on est coincé. Donc, la réglementation, la normalisation, mais aussi l'institution, c'est-à-dire la collectivité territoriale, la mairie, la Comcom, et puis les documents de planification qui peuvent émaner de ces institutions. Et on a rajouté les GAFA, donc Google et compagnie, en ce sens que il y a une telle mainmise sur tout des tas de compartiments de nos des tas de compartiments de nos vies qu'on se dit ça devient presque des institutions, quoi. Faire à côté ou sans, ça devient compliqué. Donc on a ouvert après maintes discussions passionnées, mais bienveillantes, bien sûr. Les valeurs et les représentations, alors là on vous a fait un petit florilège de ce que ça peut être, que vous voyez.
Voilà, la voiture est symbole de liberté et signe extérieur de richesse. À la campagne, les gens veulent une maison individuelle. Je ne vous dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein, ce sont des exemples. Une valeur, des valeurs, l'équité, le partage, la solidarité ou l'individualisme, pourquoi pas. Une représentation, les scientifiques du GIEC sont à la solde des lobbies écologistes. Ça, c'est mes collègues qui veulent absolument que je dise cette phrase devant des gens que je ne connais pas. C'est un défi. Ou alors, seule la finance peut sauver le climat. Voilà, tout ça, c'est des représentations, des valeurs, et on peut les retrouver soit chez les individus, soit au niveau de groupes sociaux, peu importe. Alors, si on va sur... En termes de temps, 5 minutes ? Prenons l'exemple de la mobilité et du vélo. Je vous ai remis là les 6 domaines dont nous pensons qu'ils impactent les modes de vie. Et nous pensons que nos projets doivent aller taper dans ces 6 domaines, s'adresser à ces 6 domaines pour avoir une chance de faire évoluer les modes de vie sur un territoire. Donc par exemple, organisation de la vie sociale et économique. Dans mon entreprise, on a fait un groupement d'achat pour des vélos électriques. Donc quelque chose qui s'intègre là dans la vie sociale et économique et qui devient une référence, un truc habituel. J'habite à la campagne, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de piste cyclable. J'ajouterais, je suis en montagne, enfin vous voyez, territoire et infrastructure. Le vélo, c'est pour les ploucs. Et là, j'ai contrebalancé en disant, et en plus, c'est bon pour leur santé. Donc, vous voyez, on peut avoir des représentations très opposées, mais en tout cas, ici, on va avoir des difficultés. Enfin, il va falloir lever cette représentation-là pour que le vélo devienne autre chose qu'un truc pour les gens qui n'ont pas d'argent ou qui... Bon, on peut opposer que c'est bon pour la santé, entre autres. Institution. Figure-toi que la nouvelle majorité ne veut pas finaliser le plan vélo. Voilà. Le jour où ça arrive, effectivement, là, il y a un frein majeur, quoi, quand même. T'as vu ma nouvelle trottinette électrique ? Bah oui, parce que pour les fans d'objets et de systèmes, eh bien, l'apparition de certains nouveaux modes de déplacement, enfin de nouveaux objets pour se déplacer autrement qu'en voiture peut être très attractive. Voilà. Alors après, on peut discuter si c'est bien ou pas bien. J'ai mis une forme de neutralité là. Habitude et vie quotidienne, oui, mais moi je dépose mes 4 enfants à l'école en allant au travail en voiture. Donc vous voyez, on va aller chercher des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'individu ou du groupe social, des choses qui sont de l'ordre de l'institution, de tout ce qui est organisation de la vie, institution, et puis des choses plus techniques. Et on a finalement ces 6 domaines-là qu'il va falloir aller investiguer pour donner une chance au projet d'avoir vraiment une portée évolutive des modes de vie. Combien ? Une petite minute. Ça, c'est un autre exemple. Vous aurez de toute façon les slides, mais c'est sur l'éco-construction. Donc là, on voit aussi que si on n'a pas de distributeur d'éco-matériaux dans le coin, organisation de la vie sociale et économique, on va avoir du mal à faire de l'éco-construction. Alors qu'en fait, on a beaucoup de ressources en paille, en chanvre dans le territoire et infrastructure. La représentation que la maison en paille, c'est vraiment un truc de guignol, là encore. L'existence d'une plateforme de rénovation énergétique pour le côté institutionnel. Le fait que peut-être on ne trouve plus de botteleuses pour faire les pailles et que du coup c'est compliqué de faire des maisons en paille, qui est apparemment un vrai frein technique à cette filière-là. Et puis, en termes d'habitude et de vie quotidienne, des gens qui ne portent pas attention à leur logement parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, c'est pas leur truc, sont toujours en voyage par exemple. Donc on peut faire cet exercice-là sur à peu près tous les sujets. Alors, ça je passe très vite. Enfin, je ne passe pas d'ailleurs, voilà. Simplement pour vous dire que
Pour l'instant, on n'a pas vraiment... On a un outil dont on pressent qu'il va pouvoir nous servir à définir et évaluer des projets. En se disant, ben voilà, sur ce projet-là, est-ce qu'on a bien été viser les 6 domaines? Si oui, très bien, mais c'est assez rare. On est souvent sur le technique, infrastructure, objet et comportement individuel. Les autres, enfin d'expérience de ce qu'on a pu voir, les autres domaines, on y va beaucoup plus difficilement. Donc définir des projets, évaluer des projets. Pour les stratégies, on n'est pas... c'est dur de parler avec le masque, je dois vous paraître essoufflée, je le suis, excusez-moi. Je suis en apnée depuis 20 minutes. Pour les stratégies, on pense que c'est peut-être un peu trop complexe et donc on est très prudent par rapport à ça. Mais pour les projets, on voit bien on sent un potentiel d'utilisation. On en sent un sur les critères d'éco-conditionnalité et à ce propos, à l'ADEME Pays de la Loire, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour des projets d'innovation sociale et territoriale et on va essayer d'évaluer les projets au regard de cet outil-là. Alors non pas pour dire on vous prend ou vous prend pas, mais pour dire vous pourriez peut-être, ou alors, voilà. Et on va essayer de le faire en collectif pour justement se faire la main sur l'outil et dans l'espoir que peut-être un jour, si c'est probant, on puisse l'intégrer. Et dernière chose, un module de sensibilisation et de formation sur l'outil et son utilisation sur des projets. Voilà.